Je cède la parole maintenant à Abou Bakr. Merci. Je ne peux pas commencer autrement que par parler de Hajar Ressouni. Pour deux raisons. La première, c'est que, et je vais être très égoïste dans ce que je vais dire, parce qu'elle souffre pour moi en tant que journaliste. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé parce qu'elle est journaliste. Et qu'elle paie un prix que normalement on aurait dû tous payer. Certains d'entre nous l'ont payé avant. Mais l'ignominie et la sauvagerie de la façon dont elle a été traitée doit nous indigner tous. Et quand je dis indigné, il ne faut pas qu'on s'arrête à l'indignation, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait la chose la plus, j'allais dire la plus basique, la plus celle de mettre sa photo au lieu de la mienne. Je n'ai pas trouvé d'autre chose et j'ai même lancé un appel qui n'a pas été suivi du tout, de remplacer nos photos sur nos réseaux sociaux par sa photo à elle, parce que je voulais que les réseaux sociaux soient inondés par le visage de cette jeune dame qui aujourd'hui souffre pour nous. Et elle a aussi souffert pour une autre raison qui est peut-être un aspect un peu plus polémique. Heureusement, ce que je vais dire là n'a pas véritablement pris, mais il y a eu une petite musique nauséabonde qui était celle de dire c'est la nièce de Hajar Ressouni, elle a l'air de porter un voile, donc finalement elle est hypocrite et que finalement si ce qui lui est en train d'arriver est quelque part mérité. Et là aussi, elle souffre pour nous, parce qu'en tant qu'homme musulman, on ne voit pas sur mon visage que je suis musulman. Mais quand une dame musulmane porte le voile, elle est musulmane. Et quand il y a des actes d'islamophobie contre ces dames-là, c'est en fait parce que nous, on n'est pas apparentes, c'est elles qui sont apparentes et qui souffrent pour nous. Et sans tomber dans une espèce de tribalisme religieux, du tout. D'ailleurs, je ne veux même pas rentrer sur le débat sur le voile, parce que c'est pas mon propos, ni vous dire si je suis pourquoi, parce que c'est vraiment pas le propos. Le propos est de dire qu'il y a une espèce d'attitude nauséabonde dans ce pays parfois raciste qui tend à cibler ces dames-là et à leur enlever leurs droits. Et donc aujourd'hui, si on doit parler de quelqu'un, si on doit parler de liberté de la presse et des droits de l'homme, il faut parler de Hajar Ressouni en premier lieu. Je suis incroyablement honoré d'être ici aujourd'hui parce que le journal a fermé ses portes en janvier 2010. En janvier 2020, ça fera 10 ans que le journal n'existe plus. Et quand on se rappelle de cette aventure, est pour moi le plus beau des honneurs, et je sais qu'aujourd'hui, il y a au moins 2 autres membres de la rédaction qui sont ici, et ils savent à quel point cet honneur est important pour nous. Pour plusieurs raisons. Non seulement parce que les gens se rappellent encore, en tout cas certains se rappellent encore de ce qu'a fait ce journal, mais aussi parce qu'ils viennent d'une famille d'idées qui a été très importante dans la vie du journal lui-même. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le journal a prospéré, pas financièrement, mais j'allais dire a prospéré en termes de popularité, parce qu'il s'est nourri de courants de pensée marocains, parce qu'il s'est nourri de militants des droits de l'homme. Je peux vous citer, je peux m'asseoir avec vous et vous mettre devant vous les archives du journal, et je peux vous assurer qu'à chaque fois que vous mettez le doigt sur un dossier que vous trouvez très intéressant, qu'à l'origine il y avait un militant des droits de l'homme quelque part au Maroc, en France ou ailleurs. Et que moi je rigolais, je disais la map du journal c'était la MDH. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un problème quelque part, et c'est la vérité, on trouvait un militant qui nous informait, qui nous expliquait, qui avait le courage de nous aider à faire ce que nous avons fait. Et que donc je suis incroyablement honoré aujourd'hui que la TMF, qui fait un travail par ailleurs extraordinaire avec peu de moyens, décide de m'honorer moi à côté d'un autre monsieur pour lequel j'ai un respect infini qui s'appelle Hamed Snoussi. Et pour la petite histoire, je vais vous raconter un souvenir d'un garçon de 50 ans, moi-même, en 1973. Eh bien, j'ai connu Hamed Snoussi en 1973. Et pour faire le raccord avec ce que je viens de raconter par rapport à la gauche, je l'ai connu le jour où on est allé le chercher pour venir participer à une fête qui célébrait la sortie de prison de mon père. La première fois que j'ai vu Hamed Snoussi, j'avais 5 ans, et c'était à l'occasion d'une fête pour fêter la sortie de prison de mon père. Donc voilà. Je ne vais pas m'étendre, les gens parleront après de Ahmed, je viens de lui dire, je considère qu'il a commis le plus grand, à mon avis, le meilleur spectacle
de l'histoire de l'humour au Maroc, qui est un spectacle à mon avis qui est au-delà de la comédie, qui est un spectacle philosophique, politique, qui à mon avis est un sommet, mais bon ça c'est un autre débat, on peut en parler plus tard. Je voudrais rebondir sur ce qui a été dit par rapport à la presse et l'importance de la presse aujourd'hui, et en conjonction avec ce qui se passe au Maroc, en Algérie et ailleurs. Nous sommes aujourd'hui face à des États qui sont en échec. Des régimes autoritaires de la région, pas seulement d'ailleurs de la région, quand vous analysez les autoritarismes à travers le monde, à commencer par la Chine, le Chili de Pinochet, l'Asie, etc., on se rend compte que ces régimes, en réalité, vendent une proposition à leur peuple qui est celle de, pas de liberté politique, mais au bout, il y aura la carotte de l'évolution économique et de la prospérité économique. Et on a eu, dans la région, on a eu un autre élément qui s'est ajouté à cette carotte qui est celle de la prospérité économique, qui, comme on le sait, est illusoire, et qui va permettre de faire la relation avec l'affaire de Hajar, qui est celle des droits des femmes. C'est-à-dire que, et ça a commencé d'ailleurs, et même avant, ça a commencé avec Ben Ali. Beaucoup de gens dans ce pays hésitaient à critiquer le régime de Ben Ali, sous prétexte que le régime de Ben Ali, au moins, respectait les droits de la femme, et que l'alternative, c'était ces fous furieux islamistes qui allaient venir, qui allaient obliger les femmes à porter le voile, etc. etc. Et l'affaire de Hajar, d'ailleurs, démontre que c'est un pacte faustien, que c'est un pacte avec le diable. Et que les droits de la femme ne peuvent être respectés pleinement que dans le cadre d'un véritable processus de démocratisation qui va passer par une confrontation idéale avec le camp conservateur. Et qu'on ne peut pas tricher à cet examen-là en pensant qu'en se cachant derrière l'autoritarisme et la dictature, nous allons aider les femmes. C'est une vision illusoire parce que les autoritarismes, comme toutes les dictatures du monde, ne vivent que pour une chose, c'est perdurer. La partie de leur cerveau la plus développée, c'est le cerveau reptilien, c'est la survie. Et si pour survivre, il faut prétendre défendre les droits de la femme, ils le feront. Et si pour survivre, il faut attaquer les droits de la femme, ils le feront. Et que donc c'est un pacte qui est illusoire et dans lequel j'espère ceux qui se battent pour les droits de la femme, et on devrait tous se battre pour les droits de la femme, c'est un piège dans lequel on ne devrait plus tomber. Revenons à l'aspect économique. Aujourd'hui, on est en échec. Ces régimes sont en échec. Lorsque vous analysez le printemps, ce qu'on appelle le printemps arabe ou le printemps des peuples, plus justement, il n'y a pas beaucoup de consensus chez les penseurs, chez les analystes, de ce qui a vraiment déclenché ce phénomène-là. L'une des rares sujets de concorde, c'est comment ça a été déclenché. Et on le sait, c'est très précisément les jeunes au chômage dans les villes. Parce qu'à la limite, et ce qui m'amène moi à dire, lorsque vous avez un régime autoritaire qui vous dit moi j'ai réussi à dépasser le cap du printemps, ce qui est le cas du régime marocain, je pose une seule question, quel est le taux de chômage des jeunes dans les villes? Parce que c'est cette portion démographique en particulier qui a provoqué et qui continuera. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le printemps arabe? Ce niveau de chômage a en fait empiré. Ce qui s'est passé au RIF n'est pas qu'une réplique du printemps arabe, c'est la suite. Le tsunami est à venir. Pourquoi? Parce que ces régimes-là ont été incapables de résoudre l'équation qu'ils prétendaient eux-mêmes résoudre, qui est celle de l'équation de la prospérité économique. Et je ne vais pas rentrer là aussi dans les faits parce que c'est un débat fascinant. Qu'est-ce qui fait que les politiques économiques ne fonctionnent plus? Une vision ultralibérale, ou même une vision qui se dit libérale, mais qui s'exonère totalement d'une justice indépendante. Et ceux d'entre nous qui considèrent que le marché peut être une institution de prospérité savent que l'institution du marché ne peut pas fonctionner sans une indépendance de la justice, sans un État démocratique, parce que ça donne littéralement la mafia. La mafia, la définition de la mafia, c'est exactement l'offre et la demande sans les institutions. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on a fini par avoir en Tunisie, en Égypte, en Algérie et au Maroc. Lorsqu'on parle de ces phénomènes-là, pour moi, et c'est là où je suis optimiste, c'est que je fais partie de ceux qui avouent avoir été surpris par la nature de ces soulèvements. Parce que si vous m'aviez posé la question en décembre 2010 ou en novembre 2010 sur ce qui pourrait se passer si jamais il y avait des manifestations de cette ampleur-là, je vous aurais probablement dit, parce que c'était ce que j'avais en tête 65 et 81, en tous les cas pour le Maroc, et peut-être ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie, je vous aurais dit les émeutes. Ça va brûler les voitures, et on risque de tomber dans une guerre civile, et ce qui est en fait
la meilleure carte pour les régimes autoritaires. C'est sur cette carte-là que le régime militaire algérien a prospéré. C'est sur cette carte-là que Hassan II a prospéré. C'est en se tournant vers les autres sections de la société en disant, vous voyez ces fous furieux de démocrates, voilà ce qu'ils vous ont donné. L'anarchie. Donc il vaut mieux accepter ma dictature, mon autoritarisme plutôt que de tomber dans l'anarchie. Et qu'avons-nous eu? Nous avons eu une formidable surprise. Nous avons eu des mouvements matures, nous avons eu des mouvements pacifiques, nous avons eu des mouvements d'une intelligence politique incroyable. Le mouvement du RIF est d'une intelligence incroyable. Ce qui se passe en Algérie est une leçon d'intelligence politique. Ce n'est pas seulement que les gens descendent dans la rue, c'est comment ils le font, c'est comment les gens, c'est quel type de slogan, c'est l'aspect d'ouverture qui justement est une très belle leçon pour tous ceux qui pensaient penser et comprendre ce qui se passait dans nos sociétés. Et cette heureuse surprise, il va falloir aujourd'hui l'exploiter. Comment peut-on construire un avenir commun avec cette formidable ressource que ce peuple aujourd'hui est en train de nous offrir? Et c'est là que la presse entre en ligne. Vous savez, quand le journal a été interdit, j'ai beaucoup réfléchi avec des amis. Qu'a fait le journal qui a véritablement déclenché la colère et les qu'a fait le journal qui a mené à ce qu'il soit interdit plusieurs fois, à ce qu'il soit boycotté par les annonceurs, etc. Et aujourd'hui, j'en suis au stade de penser qu'en fait notre vrai crime, c'est d'avoir fourni un espace de débat. Ça peut vous paraître simpliste, mais je suis profondément convaincu. Ce ne sont pas les enquêtes que nous avons faites sur la corruption, etc. Parce que je pense que les régimes arrivent à savoir comment dépasser ce genre de situation. Mais je pense que l'action la plus subversive qui puisse exister dans notre pays aujourd'hui, c'est d'offrir un espace de débat. Pourquoi? Parce que les autoritarismes se nourrissent de la polarisation de la société. Le régime marocain, de quoi il vit? Il vit en nous disant, vous les gauchistes qui aimez la liberté individuelle, etc., vous n'arrivez pas à parler avec les islamistes qui veulent mettre le voile à vos femmes, etc. Et on est obligé d'être là et de faire en sorte que tout ce beau monde marche droit. Lorsque ces gens-là commencent à se parler, et lorsqu'ils ont l'espace pour se parler, et commencer avec des différences évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout va bien se passer, mais lorsqu'on leur donne l'espace pour se parler, pour justement essayer de trouver les points communs qui peuvent faire en sorte que ce soit une nation, c'est-à-dire une société qui se mette d'accord sur un minimum de valeurs, en fait ce qu'on dit à ces autoritarismes, nous n'avons plus besoin de vous, vous pouvez rentrer chez vous, merci, tout se passe bien. Et cela, vous ne pouvez le faire qu'avec un espace de débat. Ce que nous avons fait de plus subversif, c'est de mettre en face Nadia Yassine et Saïd Saadi du PPS qui avait poussé, qui était le promoteur justement de la réforme du statut de la femme, appelé le plan d'intégration de la femme au développement, et en face Nadia Yassine qui était une militante islamiste qui est d'ailleurs toujours avec la. Je pense que c'est parmi les choses les plus subversives que nous avons fait. Ce n'est pas de démontrer que Ben Issa, ministre des Affaires étrangères, a volé de l'argent aux États-Unis, ce n'est pas de démontrer qu'il n'y avait pas de pétrole à Tennessee alors que le roi avait fait un discours en disant qu'il y avait. Je pense que dans la hiérarchie de nos crimes vis-à-vis du régime, celui-ci de créer un espace de débat est ce qui est le plus subversif. Ce qui me fait dire d'ailleurs que ce que font les gens comme la TMF, la MDH, est aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle la MDH est aujourd'hui persécutée. Parce que défend la MDH? Elle défend tout ce monde. Elle ne différencie, elle ne discrimine pas en fonction de l'idéologie des gens. Un être humain est un être humain lorsqu'il est attaqué dans cette voie, qu'il soit voilé, barbu, pas voilé, pas barbu, en faveur de la liberté de conscience, etc. Elle les défend. Et cela est insupportable et profondément subversif pour le régime. Et c'est ce à quoi je vous invite à travailler. C'est de créer cet espace de débat. Avant d'adjuger les débats sur l'islamisme, pas l'islamisme, acceptons d'abord que nous avons besoin d'espace où ces gens-là peuvent se parler. Et c'est en faisant cela que nous arriverons à faire émerger justement nos solutions. D'ailleurs, l'une des leçons que j'ai apprises en étant journaliste, mais plus tard en faisant autre chose, c'est que individuellement, personne de nous n'a la solution à nos problèmes. Je serais incapable de vous dire, et pourtant c'est un peu mon domaine, l'économie politique, etc. Je serais d'une prétention extraordinaire si je vous disais voilà ce que le Maroc doit faire, voilà ce que l'Algérie va faire, et on aura la croissance, etc. Par contre, ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'en mettant les intelligences en commun, on pourra trouver une solution. C'est qu'en permettant aux gens de se parler, on pourra trouver des solutions. La deuxième chose qui est liée à cette histoire d'espace de débat est l'importance de la presse. C'est que
je suis de moins en moins convaincu qu'une société, je suis de moins en moins convaincu de la notion qu'une société vit sur la base de valeurs qui sont vitrifiées, qui ne changent pas. Une société évolue, une société est un organisme vivant, qui a besoin d'évoluer, qui a besoin de tester les limites. Et c'est justement ces espaces de débat, et ce sont justement les médias, l'agora moderne, qui permet à cette société de respirer. Il y a une raison pour laquelle les grandes et belles démocraties sont des espaces où le débat est constant, où la conflictualité est constante. La question est comment on gère cette conflictualité. Et en fait, cette conflictualité-là qui est fertile de notre avenir. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, en opérant, en enlevant en fait, en privant nos sociétés de ces espaces de confrontation, on enlève à nos sociétés la capacité d'enfanter les valeurs qui vont faire en sorte qu'on va vivre ensemble. Et c'est en cela que c'est un crime contre la société que de combattre la liberté d'expression et de mettre des gens comme Hajar Arissoni en prison. Donc je vous invite à vous battre pour cette idée de la presse. Et je voudrais aussi souligner un aspect qui reste confus dans la tête des gens. La liberté d'expression n'est pas la liberté de la presse. Et c'est un discours que j'entends souvent. Mais vous dites qu'il n'y a pas de liberté au Maroc, regardez ce que les gens racontent sur Facebook et sur Twitter. Non, peut-être, à la limite, je peux me mettre d'accord avec vous, et c'est même pas le cas, qu'il y a une liberté d'expression. Mais la liberté d'expression n'est que la première étape. La liberté de la presse est importante parce que, comme je l'ai expliqué, c'est là où on hiérarchise les grands dossiers, et c'est là où on arrive à un consensus, c'est là où on fabrique des vivre communs. Les réseaux sociaux atomisent les opinions. Vous avez des gens qui ont chacun dans son côté, qui racontent chacun. Mais où est l'espace de rencontre? L'espace de rencontre ne peut se faire que dans des cadres institutionnels. Donc il faut réfléchir à des modes qui vont permettre la survie de ces modes institutionnels, qui vont créer ces espaces où non seulement on exprime ses opinions, mais on permet à ces opinions de se confronter et de créer le vivre commun. Et merci. Merci. Juste sur ce dernier point concernant Internet et les réseaux sociaux, je suis évidemment